Bonjour. Aujourd'hui, nous allons revoir un certain nombre d'éléments que nous avions vus dans le dernier cours de géographie qui traitait de la région comme territoire de vie et comme territoire aménagé. Lorsque nous avons débuté ce cours, Carles Puigdemont, président de la région catalane, avait déclaré l'indépendance de la Catalogne avant de la suspendre pour négocier avec le pouvoir central espagnol. Depuis, la situation a évolué et vendredi dernier, le gouvernement espagnol a enclenché ce qu'on appelle l'article 155 de sa constitution qui lui permet de reprendre le contrôle de la région, en l'occurrence de la région catalane. Une heure avant, le Parlement catalan avait voté, lui, son indépendance, définitive cette fois, avant d'être dému par le pouvoir central. Donc, si on résume la situation, aujourd'hui, l'État central semble avoir repris la main, il a repris le contrôle de la Catalogne, et la déclaration d'indépendance reste pour l'instant simplement symbolique. Un certain nombre des représentants catalans ont fui le pays, notamment à Bruxelles, pour éviter sans doute d'être arrêtés. La situation va rester en l'état a priori jusqu'en décembre, où un nouveau Parlement catalan sera élu, et donc nous verrons bien si le rapport de force a évolué entre les unionistes, donc ceux qui sont partisans d'un État espagnol uni, ou les indépendantistes, qui veulent créer un État catalan sous forme d'une république. Avec la crise entre l'État espagnol central et la Catalogne, nous nous sommes posé la question finalement de la place des régions, à la fois en France et en Europe. Pour mener notre réflexion, nous nous sommes d'abord appuyés sur une étude de cas qui traitait de la Nouvelle-Aquitaine, région que nous connaissons relativement bien, pour ensuite, dans une deuxième partie, comparer le fonctionnement des régions françaises aux régions allemandes, les régions que l'on appelle en Allemagne les Länder. Donc, étude de cas, la Nouvelle-Aquitaine. Première partie de notre étude sur la Nouvelle-Aquitaine, c'était son identité. Pour traiter de l'identité de la Nouvelle-Aquitaine, nous avons essayé donc de la comparer avec l'identité catalane. Premier élément, nous avions donné l'exemple du club de football de Barcelone, le Barça, qui a pour slogan Més que un club, qui signifie plus qu'un club, et qui montre en fait que le club de football du Barça a une volonté de porter l'identité catalane, à la fois sa langue et l'emblème qui est sur son maillot qui représente le drapeau de la Catalogne. Donc l'idée, c'est que ce club de football, a une portée politique qui est plus forte qu'un certain nombre d'autres clubs de football à l'échelle de l'Europe ou même à l'échelle de l'Espagne. Nous avons poussé donc la logique et la comparaison un peu plus loin, et notamment en comparant les langues régionales qui étaient parlées en France et en Espagne. On le voit, en Nouvelle-Aquitaine, un certain nombre de langues régionales sont parlées, le poitevin, le saintongeais, le limousin, le gascon, etc. Tandis qu'en Catalogne, on a une seule langue qui domine, c'est le catalan. Ce qu'on en avait conclu, c'était que l'identité de la Nouvelle-Aquitaine, elle était beaucoup plus composite que celle de la Catalogne. Ce qu'on avait conclu également, c'est que le nouveau découpage administratif français, les nouvelles régions, répondait de plus en plus à un idéal économique. L'idée, c'est de faire des régions qui soient plus puissantes en Europe, et donc en prenant moins en compte le facteur culturel. D'où un certain nombre d'oppositions, notamment sur le nom de la Nouvelle-Aquitaine. Un certain nombre de chiffres illustrent le fait que l'économie soit au centre du projet. Désormais, la Nouvelle-Aquitaine est la plus grande région française en termes de superficie. C'est le premier espace agricole européen et c'est le troisième espace économique français. Ensuite, nous avons essayé de nous intéresser à l'organisation du territoire néo-aquitaine et nous avons montré qu'il existait une prédominance de l'arc atlantique. Ce que nous avons vu donc, c'est que cet arc atlantique, il était relativement plus puissant et que cette domination de l'arc atlantique se voyait à travers l'organisation du réseau urbain et de son réseau de transport. On le voit, un certain nombre de métropoles, de villes importantes, se trouvent plutôt sur l'arc atlantique. On a Bordeaux, qui est la capitale régionale, mais on a un certain nombre de villes comme La Rochelle, Bayonne, Pau, qui sont relativement tournées vers l'Atlantique. Cette organisation, elle est renforcée
par l'organisation des réseaux, qui favorise les axes Paris-Bordeaux-Espagne et Bordeaux-Toulouse. Là, on le voit avec les axes autoroutiers. Les axes secondaires, eux, desservent l'ensemble des autres grandes villes. Mais cette hiérarchie et la dominance de ces axes, elle est renforcée encore par la ligne nouvelle qui date de cet été, la ligne à grande vitesse, et peut-être, potentiellement, par le GPSO, c'est le projet de raccordement de Bordeaux à Toulouse et de Bordeaux à l'Espagne. Après nous être intéressés donc à l'organisation du territoire, nous sommes intéressés au dynamisme économique, un dynamisme qui profite surtout à la façade atlantique de la nouvelle région. Première chose, nous avions essayé de voir quels étaient les différents types d'agriculture pratiqués et leur dynamisme. Donc nous avions identifié 4 types d'agriculture, dont 2 étaient plus performants, donc la viticulture, et d'autre part la polyculture, et notamment la céréaliculture. Nous avions identifié 2 autres types d'agriculture qui étaient beaucoup plus en difficulté, ça va être l'élevage et la sylviculture. Nous nous sommes ensuite intéressés aux dynamiques économiques de la nouvelle région. Comme on le voit avec cette carte qui représente les créations d'emplois au cours des 10 dernières années, on peut distinguer au moins 2 espaces et les hiérarchiser en fonction de leur dynamisme économique. Encore une fois, on voyait apparaître l'arc atlantique comme un espace plus dynamique ici économiquement. Son dynamisme économique est porté, on l'avait vu, par la présence d'un certain nombre d'industries de pointe, notamment dans le secteur aéronautique, et on avait donné l'exemple de Thales. Par ailleurs, le secteur tertiaire est très développé également. On avait vu le secteur bancaire, le secteur des assurances, et on s'était attardé sur l'exemple du littoral touristique atlantique qui se développait fortement. D'autre part, outre cet arc atlantique relativement dynamique, on voyait apparaître une zone relativement en marge au nord-est du département. C'était une zone qui était peu dynamique au niveau démographique, mais également au niveau économique, avec peu de création d'emplois et des industries qui étaient plus en difficulté. Donc finalement, on a vu que par un certain nombre de facteurs, on peut dire que la région Nouvelle-Aquitaine est tournée vers l'Atlantique. Dans une deuxième partie, nous avions comparé les régions en France et en Allemagne. En France, l'État est engagé depuis 1982 dans un processus de transfert de compétences aux collectivités territoriales. C'est ce qu'on appelle la décentralisation. Malgré tout, la France reste un État très centralisé et beaucoup de compétences restent à l'État. On s'en rend particulièrement compte lorsqu'on compare avec les Länder allemands. L'Allemagne est un État fédéral. L'Allemagne est un État fédéral et les compétences de chaque land sont beaucoup plus étendues. Les Länder ont des compétences dans l'aménagement du territoire, le développement économique, la politique culturelle, les universités et la politique éducative. Les Länder disposent par ailleurs de leur propre constitution. Ils ont un parlement, une justice propre, et ils légifèrent, c'est-à-dire qu'ils font des lois. Ils pèsent donc beaucoup plus fortement dans les décisions de l'État central. Dans un grand B, nous avions vu que les régions allemandes restaient toujours beaucoup plus puissantes que les régions françaises malgré la réorganisation de 2015. Cette différence est particulièrement criante lorsque l'on s'intéresse au budget des différentes régions. La région Île-de-France, qui dispose du plus gros budget français, dispose de 4,4 milliards, contre 61 milliards pour la Rhénanie du Nord. On le voit, les régions françaises ont encore du mal à rivaliser avec leurs homologues européennes. En France, les régions disposent d'un budget moyen de 2,8 milliards d'euros. Ce budget provient à la fois de la fiscalité et de la dotation de l'État. Les Länder allemands, eux, prélèvent leurs propres impôts, mais il existe un système de redistribution des ressources des Länder les plus riches vers les plus pauvres. C'est ce qu'on appelle le système de péréquation. Un système qui cause parfois des tensions. Donc pour conclure, en Europe, les régions ont un poids très variable en fonction de l'organisation des États. En France, malgré les efforts de décentralisation,
les régions ont une importance moindre qu'en Allemagne ou même en Espagne. La Nouvelle-Aquitaine, elle, souffre d'une identité régionale relativement faible et d'un certain déséquilibre de son organisation territoriale. Le développement aquitain semble en effet passer par une intégration aux dynamiques européennes plus que par un développement des territoires en retrait, notamment ceux du nord-est. La faiblesse des régions françaises leur fait parfois privilégier le développement économique à l'objectif d'équité territoriale. Malgré tout, le système fédéral connaît aussi des problèmes. Les régions entrent parfois en conflit avec l'État central, comme c'est le cas actuellement en Catalogne. Donc à la rentrée, vous aurez 18 questions en QCM et une question à rédiger concernant l'organisation des régions en France et en Europe. Je vous souhaite une bonne fin de vacances et à la rentrée.